Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief politique de la semaine. On voulait revenir sur plusieurs points. D'abord, bien évidemment, le budget, car c'est sur toutes les lèvres. À l'heure où on vous parle, il est vendredi midi et la commission mixte paritaire, donc qui est composée de 7 sénateurs et 7 députés, avec une majorité du socle commun, je ne sais plus comment on l'appelle. De droite, on va dire. De droite, voilà. Ils sont 8. Voilà. Ils sont toujours en train de plancher sur le sujet. Il ne fait pas beaucoup de doute que la conclusion sera positive, que cette CMP sera conclusive, comme on dit, et donc que le texte sera soumis au vote du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale, sans possibilité d'amendement, si ce n'est voilà, des corrections orthographiques et, qui doivent venir du gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Et oui, il n'y a pas de possibilité d'amendement de la part des députés et des sénateurs. Mais je dis qu'il y a vote. A priori, il n'y aura pas vote, puisque le RN et le Parti socialiste ont annoncé ces derniers temps qu'il souhaitait voter contre. Donc ce sera a priori par 49.3 qu'il sera adopté à l'Assemblée nationale, entraînant derrière une potentielle motion de censure. Certaine. Une certaine, exactement. C'est 49.3, il y a motion de censure, voilà, il n'y a pas de doute. Exactement. La question, c'est de savoir le périmètre de cette motion de censure. Est-ce que les socialistes la voteront? C'est une question qui reste en suspens. Ils sont bien remontés comme des coucous en ce moment. Pas tant sur la question du budget que sur la question des valeurs. Et notamment suite à une interview de François Bayrou lundi sur LCI, où il a parlé de submersion migratoire, reprenant les mots de l'extrême droite, mais aussi le Rassemblement national qui n'est pas du tout content de l'article 4 du volet recettes du budget qui prévoit en gros une augmentation de la taxation sur l'électricité en vue de faire des investissements d'avenir. En gros. Et donc ils ne sont pas du tout contents, ils ont menacé donc de voter une motion de censure, de censurer le gouvernement, dans la mesure où cet article existe. Hein. Ça y est, il a été validé, ça, vendredi midi, il est validé. Donc voilà, il y a ces deux questions qui sont en suspens, mais peut-être un point sur le budget, tel qu'il commence à se dessiner très sérieusement pour 2025. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine Tricot? Que ça sera un budget de droite, mauvais, nécessairement mauvais. Puisqu'en fait, il hérite de politiques, pas simplement de l'année dernière, mais de politiques successives qui ont creusé des déficits, qui ont déséquilibré complètement les recettes et les dépenses, et que donc plus rien ne tient debout, mais on essaie de combler, de parer au plus pressé. Donc ça se traduit par absolument aucune réforme qui soit structurelle et attendue, et qui sont nécessaires. Enfin, je veux dire, dans les réformes structurelles, toutes les réformes ne sont pas négatives, contrairement à ce que depuis quelques années on apprend. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire qui sont très profondes. Par exemple, je pense à l'hôpital, il faut absolument que les choses soient remises en cause à l'hôpital sur la gestion de l'hôpital qui est n'importe quoi, enfin je veux dire qui désespère le personnel et qui mange de l'argent de manière absurde dans des frais de gestion, etc. Donc il y a des choses qui doivent être faites absolument, y compris sur le plan strictement de la gestion. Mais ça ne sera pas fait parce qu'il n'y a pas d'équilibre politique pour le faire. Donc il y a un mauvais budget qui va être présenté, qui, comme tu l'as dit, les 8 parlementaires qui sont sur 14 qui viennent de la droite et de la Macronie vont se mettre d'accord. Les autres vont voter contre, a priori. Ce texte-là va être présenté. Je ne sais pas ce que nous racontent les socialistes. Ils nous racontent qu'ils se battent et qu'ils obtiennent des petites choses. Non, mais moi, je veux bien qu'ils obtiennent des petites choses. C'est vrai. Enfin, il n'y a pas de doute. On l'a déjà dit. Il y a des choses qui sont plus... Enfin, d'abord, il ne faut quand même pas rigoler. Je veux dire, il y a le niveau du rabot sur des sujets essentiels, non régaliens. Comme l'enseignement supérieur, comme l'écologie. La recherche. Comme la recherche. La recherche, le sport, la culture, enfin tout ce qui relève, je dirais, du développement humain. Allez, hop, on y va, on passe... Là, cette semaine, on a pris les 5000 emplois... Enfin, les emplois aidés qui servent à faire vivre les associations, notamment dans les quartiers, à la trappe. Enfin, je veux dire, c'est un très
très mauvais budget. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc, quels que soient leurs efforts, moi je trouve qu'ils ont raison de faire ces efforts, mais il ne faut pas nous raconter que c'est un bon budget. Non, ça sera un mauvais budget. Donc la question après, c'est est-ce qu'on peut ne pas avoir de budget? Ça, c'est une autre question. C'est un mauvais budget, c'est un budget de droite, il ne faut pas nous raconter que c'est un budget, oui, il est de droite, mais quand même on a réussi à l'influencer. Non, c'est un budget de droite, dans lequel il y a, le rapport de force a permis quelques mauvaises choses, que des mauvaises choses soient moins mauvaises, mais ça n'est en aucune façon un bon budget, ni un budget juste, ni un budget adapté aux problèmes de la France, quoi. Donc voilà. Sur les, on va dire, moi je n'ai aucun doute sur le fait que ce budget est un mauvais budget. Maintenant, c'est la deuxième question. On discutera après de la deuxième question. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances? D'abord, un point sur le budget, et notamment sur les dites avancées remarquables ou progrès remarquables que pourrait obtenir le Parti socialiste. Je reprends les mots d'Olivier Faure, secrétaire national du Parti socialiste. Il les a redits là encore? Non, il ne les a pas redits, mais c'était son la semaine dernière, exactement de la semaine dernière. Parce que c'est là-dessus, en fait, qu'ils tiennent. Ils disent, bon, bah, nous, on a fait quelques avancées, on a obtenu des compromis, comme ils disent, et donc à ce titre-là, on pourrait s'abstenir de voter la censure sur le budget. Alors, un mot quand même sur ces compromis, parce que quelque chose qui m'a sauté au visage, c'est que par exemple, un des compromis qu'ils mettent en avant le plus, c'est le compromis sur la non-suppression des 4000 postes envisagés dans l'éducation nationale. Et alors, je trouve ça assez cocasse, en fait, qu'une non-suppression, c'est-à-dire... oui, c'est moins pire que pire, quoi. Voilà, c'est moins pire que pire. C'est comme si je te donnais pas une claque et tu me disais merci de ne pas avoir donné une claque. Non mais enfin, tu vois, c'est ridicule. C'est quelque chose qui, de toute façon, n'était pas advenu. Enfin, je veux dire, et ils obtiennent que cette chose qui n'est pas advenue n'advienne pas. Mais en fait, c'est quand même assez lunaire. Et ça revient en fait sur ce que tu dis, sur l'essence même en fait de ce budget. Et d'ailleurs, ça avait été un enjeu au moment de la nomination de François Bayrou, de quelle copie il partait. Parce qu'ils sont partis, on le rappelle, de la copie sortie du Sénat. C'est-à-dire pour les recettes. Bien droitisé pour les recettes, exactement. Qui avait été voté au Sénat. C'est-à-dire bien droitisé, bien néolibéral, etc. Dans lequel tous les 151 amendements, 151, la totalité des amendements venus du NFP ont été virés. Exactement. Pas un conservé. 150 venus du NFP, mais voté à l'Assemblée nationale. C'est ça qui était important. Et donc, c'est un choix, quand même, qui ne les honore pas que d'avoir fait ce choix-là. C'est M. François Bayrou. François Bayrou, oui, le gouvernement. C'est-à-dire que le choix a été délibéré à ce moment-là de placer le budget de le mettre dans une certaine mouture, quoi. Et donc, nécessairement, comme tu l'as très bien dit, le budget qui s'ensuit est dégueulasse. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a vraiment pas grand-chose à se faire. Alors après, la question, et je te la pose, du coup, il y a une censure qui est potentielle, qui est très très loin d'être probable, mais qui est potentielle. Qu'est-ce qu'on fait avec cette censure, puisque tu as dit que la question du budget était une question impérieuse? Alors, moi, ce que je pense, c'est que on nous met un chantage de ouf. Enfin, on nous met, toi et moi, non, on n'est pas tellement sous le chantage. Encore que nous, on n'est pas sous le chantage, mais nous, on fait partie des gens qui ont besoin qu'il y ait un budget. On en fait partie parce que, à différents titres, aussi bien regard que moi je suis architecte et donc mon activité professionnelle, nous sommes liés au budget de l'État. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de budget, c'est un problème pour notre activité, pour les aides dont nous bénéficions, pour des projets qui doivent être lancés, des investissements qui doivent être faits, etc. Donc, nous avons besoin d'un budget. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas considérer que cette situation peut se pérenniser. Il faut qu'il y ait un budget, mais il ne faut pas nous raconter que c'est un bon budget. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que ce que je trouve totalement déplorable dans l'argumentaire des socialistes, c'est d'essayer de nous faire croire. Je suis d'accord qu'ils ont gagné des trucs. Même ils ont gagné que des mauvais trucs n'adviennent pas. Voilà. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Voilà, très bien, dont acte, mais il ne faut pas qu'ils nous racontent que c'est un bon budget et que c'est pour ça qu'ils vont le voter. Ce n'est pas un budget acceptable. Mais il faut un budget. Et le problème aussi, c'est qu'en Comment tu sors de ce paradoxe? Voilà, c'est pas un bon budget, mais il faut un budget. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on nous fait la pression, sur les députés en leur disant il faut un budget, mais ça veut dire que l'année prochaine, ils vont recommencer. En 2026, ils vont dire il faut un budget. Et j'ouvre une parenthèse et je la referme. François Bayrou a annoncé que le budget de 2026, il allait le faire sur la base d'une mise à zéro, dans lequel on redéfinirait toutes les missions de l'État.
Je ne lui fais pas totalement confiance pour redéfinir positivement, de façon, comment dire, ambitieuse des missions de service public, etc., etc. Donc, 2026, il va recommencer son cirque. Donc on va recommencer à nous dire « Ah, vous devez voter le budget, parce que sans ça, on n'aura pas de budget et c'est une catastrophe pour la France. » Puis 2027, la même. Donc stop, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On peut pas continuer de vivre sous le chantage qu'il faut un budget. Donc oui, il faut un budget, mais il faut une solution politique. Et avec Pablo et avec Pierre Jacquemin, nous partons en croisade. Chacun dans nos interventions dans les médias et dans la newsletter que nous faisons désormais en commun le vendredi avec Politis, pour dire ok, il faut un budget, mais il faut une solution politique. Donc il faut un budget associé non pas à des... Oui, il y a des accords sur des modifications, les 4000 postes, etc. Mais c'est pas ça le fond. Le fond, c'est qu'il faut une solution politique. Et donc, il faut un retour aux urnes. C'est-à-dire qu'on assortit le vote du budget ou le non-vote, c'est-à-dire en fait, on le laisse passer parce qu'on ne vote pas la censure ou qu'on ne vote pas contre... Voilà, on n'engage pas un processus de crise comme il s'est produit avec Barnier, mais ça doit être assorti d'un calendrier pour retourner aux urnes. Et pourquoi assorti d'un calendrier? Parce que si on retourne aux urnes de manière précipitée, dans un bordel sans nom, en fait, l'essentiel de pourquoi il faut retourner aux urnes, c'est qu'il faut faire des arbitrages politiques. Il faut que le peuple soit consulté sur la politique nationale de l'État et d'autres sujets. Donc, il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit organisé. Lucie Casté, que tu as interviewé ce matin avec Michel Soudet, donc dans le cadre de notre partenariat avec Politis, disait il faut engager le processus de désignation d'un candidat commun à l'élection présidentielle. Elle a raison. C'est pas la peine d'attendre le dernier moment. Il faut le faire maintenant. Parce que d'abord, ça peut arriver n'importe quand. Oh. Et ensuite, il le faut, en fait, que ça ne peut pas, on ne peut pas espérer que cette non-décision du peuple français continue. Donc il faut un vote, il faut que les Français soient à retourner aux urnes, mais pas dans la précipitation, pas en 35 jours comme le prévoit la Constitution. Donc par exemple, on dit, ok, on vous laisse, mais à condition que, au mois de septembre, le président démissionne et l'Assemblée nationale est dissoute dans la foulée pour retourner, qu'on refasse vraiment une élection présidentielle qu'Emmanuel Macron a sabotée en 2022, une élection législative qui n'a pas eu lieu, enfin en dehors de dire qu'on ne veut pas le Front National en 2024. Car ça donnerait la possibilité, ces 6 mois, 8 mois, 9 mois ou 10 mois de campagne finalement, donnerait la possibilité de recréer des dynamiques puissantes à l'intérieur de la société qui existent bien évidemment, mais aujourd'hui ils sont assez éparpillés et genre on comprend plus trop où elles sont. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui, tu sais, l'idée, on en a déjà parlé, mais l'idée qu'on parle en bloc, qu'on dit le bloc de gauche, le bloc central ou de droite et le bloc d'extrême droite, montre bien le caractère figé en fait de la façon dont on envisage la politique. Une élection dans 10 mois, présidentielle et législative, permettrait de recréer ces dynamiques, de mettre tout le monde en ordre de marche et de reclarifier en fait la situation politique. Et ceux qui croient que, notamment sur les plateaux de télévision, que s'il y avait une élection dans 9 mois, globalement, ça servirait à rien puisque on obtiendrait la même chose, je pense, se trompent radicalement. Dernière chose... Oui, mais pourquoi tu penses qu'ils se trompent radicalement? Parce que il y a la possibilité, parce que il va se passer des choses, parce qu'en fait, je vais te dire... Parce que c'est l'argument, c'est l'argument qui est dit. C'est l'argument. Moi, qui est un argument qui veut dire allez hop, on va se coucher, on laisse la France dans la merde comme jusqu'au bout. Parce depuis 2017, s'il n'y a pas d'arbitrage politique, on ne peut pas se sortir de cette situation. Depuis 2017, nous n'avons pas eu d'élection nationale. Et alors, vous allez me dire, si, on a eu en 2022, non. En 2022, il n'y a pas eu de campagne présidentielle parce que Emmanuel Macron, président sortant qui se représentait, a refusé de la faire. Il s'est présenté en chef de guerre parce que c'était le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et derrière, les législatives qui s'en sont suivies il y avait le même sceau qui pesait sur elles. Donc, il n'y a pas eu de campagne présidentielle. Et ensuite, l'élection 2024, c'était juste un gag. C'est-à-dire que tout s'est passé tellement dans la précipitation, enfin un gag. Il y a eu la formation du nouveau Front Populaire, mais dans une
telle vitesse qui n'était pas forcément de la précipitation, mais que elle a pas, il y a eu quelque chose de très beau qui s'est fait, puisque le Nouveau Populaire est arrivé en tête aux élections législatives. En revanche, on n'a pas réussi à aller plus loin, enfin, c'est-à-dire que l'étiage, par exemple, de ce nouveau Front Populaire restait autour de 28% au premier tour, c'est-à-dire relativement faible. Et là, on se donne la possibilité, en fait, de dire, ok, le nouveau Front Populaire, où on a fait en tout en 15 jours, ben là, on va pas le faire en 15 jours, mais on va le faire en 10 mois. Donc, j'ose espérer qu'on arrive à susciter plus d'adhésion que les 28%. Voilà, au fond, pourquoi je pense qu'une élection dans 10 mois ou dans un an permettrait de débroussailler la situation. Oui, parce qu'en fait, bon, c'est un peu rapide de dire qu'il n'y a pas eu du tout d'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a bien fait une élection présidentielle en 2022, au cours de laquelle il a rassemblé près de 8 millions, près de 8 millions d'électeurs. Donc il y a bien eu des campagnes, mais il n'y a pas eu ce grand débat national dans lequel il y a la confrontation des différents projets, puisque Macron, en effet, a refusé les débats. Finalement, moi, quand je me rappelle de cette élection présidentielle, je ne me souviens au fond que d'un débat, c'était Zemmour-Mélenchon au mois d'octobre. Après, je ne m'en souviens pas d'autres. Je ne sais pas s'il y a eu de grands débats entre les candidats sur des plateaux télé qui s'installent et qui permettent à tout le monde de prendre part à la discussion sur des sujets essentiels et stratégiques. Et un paradoxe, Emmanuel Macron a été élu. Il n'a pas produit de programme, il n'a pas produit de campagne, et la seule chose sur laquelle les deux choses sur lesquelles il s'est fait élire, c'est d'une part la guerre en Ukraine, du genre je vais être le sauveur, enfin, ce qui n'est pas vraiment, à mon avis, central dans la vie des Français, même si c'est excessivement important, et la deuxième chose, c'est la réforme des retraites, c'est-à-dire que, mais je vais te dire, il a plutôt été élu malgré la réforme des retraites, c'est-à-dire que c'était son seul projet et les gens étaient contre, enfin, c'est quand même très paradoxal. Donc cette élection, à mon avis, on peut pas en parler en termes de genre, pour structurer la vie politique française. Et puis le deuxième tour, c'était encore une fois avec Marine Le Pen. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un débat, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, dans lequel la gauche n'avait pas sa place. Donc réellement, on souffre profondément, mais ça c'est marrant parce que c'est un consensus maintenant que je constate de plus en plus dans les émissions auxquelles je participe, les commentateurs, les journalistes, les gens qui sont avec moi, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que la faute originelle elle est là. C'est-à-dire que 2022, il n'y a pas eu cette discussion. Et que donc la dernière discussion, c'est 2017. Ce qui est très très loin, parce que 2017, Emmanuel Macron, il apparaissait comme vaguement social-libéral de gauche, l'héritier de Hollande, de Strauss-Kahn, machin. Là, on en est quand même assez loin quand même. Hein. Donc c'est quand même plus le même Emmanuel Macron. Enfin bref. Donc cette question-là, véritablement, je pense que si on ne crée pas les conditions d'un débat politique approfondi, avec une date, un calendrier connu, tant que tu n'as pas ce calendrier, tu es dans les limbes. Tu dis oui, il faudrait qu'on se mette à se préparer. Voilà, il faudrait qu'on commence à y réfléchir. Si tu as une date, là, le compte à rebours est lancé et il faut y aller, quoi. Oh. Et ils n'arrivent pas à s'y mettre, quoi, sans ça. Heureusement que Lucie, elle essaye d'activer le truc, parce qu'en fait, le seul truc qui s'est passé depuis je ne sais pas combien de temps, du point de vue du NFP, enfin, mais sérieusement, depuis que le NFP a été créé, la seule fois où on a invité les gens qui soutiennent le NFP à venir quelque part, c'était mercredi soir à Pantin, dans le rendez-vous. Il y avait, tu m'as dit, moi j'étais pas, mais tu m'as dit que c'était blindé de monde. Ah oui, il y avait plus de 1000 personnes. Les gens ne pouvaient pas rentrer dans la salle, etc. Et les gens étaient trop contents d'être là. Hein. Ouais. Et c'était très divers. Enfin, je veux dire, il y avait à la fois des insoumis, des communistes, des écologistes, des socialistes, mais aussi énormément de gens qui, genre, font aujourd'hui le peuple de gauche, c'est-à-dire des gens qui étaient présents dans des associations, juste des électeurs, etc. Il y avait des ateliers auxquels j'ai participé. Et c'était très riche de ce point de vue-là. Et les gens étaient là, genre, alors c'est des gens, tout le monde ne suivait pas la politique, genre vraiment au millimètre, il y avait plein de choses, mais ils étaient là, ah putain, on n'en peut plus en fait là, enfin genre nous on a peur du monde, on a peur de l'état du monde, on a peur de l'état de la France, et merci de nous donner juste un moment où on se dit, ah oui, en fait ça marche, il y a la gauche, elle est là, et c'est le seul truc qu'il y a eu, non mais sans déconner, c'est la seule initiative pendant ce temps-là.
Villeneuve-Saint-Georges, la France insoumise et le reste de la gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour fusionner les listes, et donc on installe l'idée que il y a deux gauches, quoi. Non mais franchement sérieux, quoi. Franchement ils sont désespérants. C'est pour ça que moi je trouve que cette idée qu'on a cogité dans notre tête, à dire il faut associer le fait qu'on laisse passer le budget à la condition, non pas de 4500 suppressions ou postes créés en plus. Enfin, arrêtez de faire comme si on pouvait gagner sur la base d'un petit gain en plus. Ce n'est pas ça. Le fond de l'affaire, le fond de notre problème en France, c'est que nous n'avons plus de cap politique. Et que donc, nous n'avons plus, parce qu'il n'y a pas eu de débat politique depuis maintenant 8 ans, et que donc ce n'est pas possible. Surtout dans le chambardement du monde. Exactement, ce que j'allais dire. Là, il y a des dangers, en fait. C'est plus que des dangers imminents, c'est des dangers au présent qui sont en train de naître un peu partout dans le monde, et auxquels il faut que la France apporte une réponse. Et aujourd'hui, on est très très loin du compte. On est en train de savoir si on va voter une censure ou pas à un budget, etc. Donc j'ai l'impression, tu vois, c'est pas le même ordre de grandeur, quoi. Enfin, on n'est pas en train de bosser au bon niveau de projet. Je vais dire juste un truc pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément vu passer ce papier. Martelly a fait un papier d'analyse du discours de Milei. Javier Milei, donc, qui est le président argentin, le libertarien d'ultra-droite argentin, mais qui est un universitaire et donc qui est quelqu'un qui formalise une pensée. C'est-à-dire, c'est pas comme Trump qui a une cohérence, mais qui la met en œuvre. Milei, il a une cohérence, mais il l'explicite. Et il a fait un discours à Davos dans lequel il expose le sens de son intervention, qui est profonde, déstructurante, à la racine. Et quand on dit à la racine, moi jusqu'à présent, quand ceux qui suivent le débrief, je disais ce qu'ils sont en train de faire, c'est de défaire les acquis de 45. C'était ça ma grille d'interprétation. Milei, il dit c'est pas ça. Ce que l'on veut défaire, c'est la pensée des Lumières. Alors il dit un truc qui est rigolo, il dit je veux défaire le wokisme, c'est son adversaire, mais le wokisme, et c'est là que c'est intéressant, il ne le fait pas naître il y a 10 ans, 20 ans ou je sais pas quoi, il le fait naître il y a 300 ans. Ben oui. Non, les Lumières, les Lumières, c'est-à-dire cette question de l'égalité profonde entre les êtres humains, l'humanisme au fond, et lui il dit tout ça, en fait ce n'est pas vrai, c'est contre nature, et c'est ça qui a justifié en droit l'intervention de la politique, de l'État, pour permettre qu'advienne cet humanisme, cette égalité entre les individus, cette liberté des individus, voilà. Et que donc c'est bien à cela qu'il faut s'attaquer, parce qu'en fait, c'est à la base, c'est à la base de la puissance de l'État, et c'est à la base de tous les éléments de coercition qui étouffent ce qui est fondamental pour lui, c'est-à-dire les 3 droits qu'il entend mettre au cœur de tout, c'est-à-dire la vie, la propriété privée, et, le 3e, la liberté. Voilà. Et les 3 droits qu'il considère comme étant les droits essentiels qui doivent être au cœur des dynamiques des sociétés et de l'humanité, ce sont ces 3-là. Et que tout ce qui est advenu, c'est parce qu'on a commencé à poser l'égalité de dignité et de légitimité entre les individus. Il s'attaque aux droits positifs, en fait, qui sont issus de ces concepts-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il appelle ces 3 droits-là, il les appelle les droits négatifs. Donc il y a une espèce de... Je trouve que dans la première fois, quand je me suis dit, mais il y a une erreur d'écriture, c'est pas possible qu'il appelle droits négatifs les droits que lui défend. Et en fait, il est vraiment... Je pense que cette inversion des termes et des sens et des signes plus et moins montre la radicalité de sa pensée. C'est quelqu'un qui a une pensée extrêmement structurée et radicale. Donc, son intervention a été traduite et publiée par Le Grand Continent, qui est un très bon site en libre accès sur lequel vous pouvez vous rendre. Et donc Martelly a fait dans Regard une analyse de ce discours auquel je vous convie,
pour ceux qui veulent réfléchir à ce qui se passe en y prenant un peu de temps, parce que c'est vraiment, ça permet de comprendre. Bon, je sais pas, c'est un peu passé sous les radars, hein, mais quand même, Trump vient de décider d'annoncer la suppression de l'impôt sur le revenu aux États-Unis. En disant on supprime l'impôt sur le revenu et par contre les besoins de financement seront apportés par l'augmentation des droits de douane. Alors la mise en œuvre du truc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut juste savoir que l'impôt sur le revenu aux États-Unis n'est pas aussi importante pour les recettes publiques qu'en France. Hein. C'est beaucoup plus faible, mais quand même ça représente une part substantielle du budget de l'État. Et donc il annonce la suppression de cet impôt sur le revenu en faisant référence en disant la grande période de prospérité de l'État états-unien, c'était au moment avant qu'il y ait l'impôt sur le revenu. Donc en fait, il est bien dans ce que dit Milei, c'est-à-dire en fait, puis il n'arrête pas, c'est-à-dire en fait, il dit là même le crash de l'avion. Ah oui. Il est lié au fait, aux politiques de diversité, c'est-à-dire en fait l'agence qui surveille les contrôles aériens. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que il y aurait, je sais pas, des noirs, des trans, des femmes, des je sais pas quoi, que l'avion s'est pété la gueule. Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça devient vraiment la matrice explicative, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a promu l'égalité entre nous tous, quoi, est à l'origine de tous les malheurs qui nous arrivent et que donc, il faut supprimer tout ça, il faut détruire cet État qui mange nos libertés, notre droit à la vie et la propriété privée. Et au fond, moi je pense que c'est parfois, j'ai entendu beaucoup de gens de gauche s'exprimer sur ce que disait notamment Donald Trump mais aussi Milei, disant qu'il s'attaquait à la gauche. Il s'attaquait toi tu disais aux acquis de 45. Au monde de 45, issu de 45, ouais. Y a les personnalités de gauche disent souvent qu'ils s'attaquent aux avancées et au progrès de la gauche. Moi, je pense qu'ils s'attaquent, et comme tu l'as dit, aux Lumières, mais en fait, ils s'attaquent à la base de ce que sont nos démocraties et à l'état de droit. Par exemple, quand Donald Trump, la façon dont il traite, par exemple, les personnes étrangères présentes sur le territoire américain, il le dit, mais sans absolument aucun phare. Il dit, par exemple, on va mettre des milliers de gens, voire des dizaines de milliers de gens à Guantanamo. 30 000, il annonce 30 000, de vouloir mettre 30 000 personnes à Guantanamo. Donc 30 000 personnes dont la seule raison qui les pousse à les mettre à Guantanamo, qui, on le rappelle, est un endroit d'absolue inhumanité, c'est parce qu'ils n'auraient pas de papier sur le territoire américain. Ils les appellent des criminels. Ils les appellent des criminels. C'est-à-dire le fait d'être sans papier devient un crime. Exactement. Ce que, dans le droit américain, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un crime de ne pas avoir de papier sur le territoire américain. Et c'est là que, en fait, il fait une proposition qui est totalement en dehors de l'état de droit. C'est-à-dire, genre, afuera, les procédures, afuera, la possibilité, y compris lorsqu'on commet un délit, y compris lorsqu'on est en dehors des clous de la loi parce qu'on n'a pas de papier, d'avoir des possibilités de recours, d'avoir des possibilités de dialogue avec l'administration, etc. Non, il n'en a rien à fiche, tu vois. Enfin, et c'est fondamentalement, c'est même plus qu'une inversion des valeurs, c'est un retour en fait à une période du monde pré-Lumière, c'est-à-dire le Moyen-Âge, où en gros les décisions étaient prises de façon arbitraire, étaient prises avec des objectifs qui étaient différents. Ça pouvait être parce que Dieu, parce que la propriété d'un homme par un autre homme, parce que le servage, etc. Et donc on revient en fait à ce moment-là de l'histoire. Enfin, c'est leur proposition. Donc c'est excessivement grave et il va falloir... Et là, alors je ne sais pas où est-ce qu'on en est là présentement, mais il y a quelques jours, The Nation a fait, donc le journal de la gauche intello américaine a signalé que le site de la Maison Blanche avait supprimé de son site la Constitution américaine, qui y était et qui n'y était plus, avait supprimé les pages qui faisaient des biographies des anciens présidents américains. Il n'y avait plus d'anciens présidents américains sur le site de la Maison Blanche et avait supprimé la version espagnole du site. Donc en fait, tout ça a été très... Alors, la Maison Blanche dit c'est parce que le site est en reconstruction.
mettre une page avec la Constitution américaine, ça prend entre 2 minutes 30 et 4 minutes 20, hein, à peu près, quoi. Et quand on est les États-Unis d'Amérique, on imagine que ça peut prendre 4 secondes. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, si ça n'y est pas, c'est pas parce qu'ils ont oublié, et c'est pas parce que c'était en reconstruction. Il n'y a plus ce référent démocratique américain a été supprimé du site de la Maison-Blanche. Tout ça est tout à fait cohérent et inquiétant. Plus qu'inquiétant. Va falloir bosser pour en face faire un contre-projet, au moins au niveau de la violence du leur. Français et européen. Français et européen. Bon, bref. Ça pose la question européen. Tu dis européen demain. Et là, tu vas non, boum ça ouvre tout un champ. On voulait vous dire un dernier mot sur sur un film, La Pie voleuse. Mais on avait dit qu'on disait. Moi, je voulais dire un mot sur, mais juste un mot pas très long, sur l'intervention de Bayrou. Ah oui. Sur la submersion migratoire. Hein. En fait, c'est pas sur la submersion migratoire que je voulais revenir, parce que je pense que tout a été dit sur ce sujet. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien à ajouter à ce qu'ont très bien dit les uns et les autres sur la concession idéologique qui est faite à l'extrême droite, sur la reprise d'un vocabulaire tout à fait identifié et qui n'est rien d'autre qu'un signal. Mais il y a eu un débat cette semaine pour savoir si c'était juste une concession à l'extrême droite, ou est-ce que ça exprime. Qu'est-ce que Bayrou, où il est où Bayrou là-dedans, et en quoi il participe à cette extrême droitisation des consciences. Alors, je dois dire que moi, ce qui m'a frappé dans l'interview qu'il a donnée à LCI, il y avait ce passage sur la submersion migratoire, il y avait le moment où il a valorisé le couple Darmanin-Retailleau, c'est-à-dire qu'il a bien parlé du couple Darmanin-Retailleau, c'est-à-dire 2 ministres de l'Intérieur à l'Intérieur et à la Justice. Donc il a dit que ça faisait sens, etc. Donc ça, c'était bon, merci beaucoup. Mais le troisième élément qui, moi, me choque profondément, c'est qu'il a fait un long développement sur la perte du français, sur la mise à mal de la langue française, sa dégradation, la question de l'écrit, la maîtrise de la langue. Moi, je crois que dans les choses qui fondent notre nation, il y a beaucoup d'éléments, évidemment. Le droit du sol, sur lequel il ne s'est pas montré très ferme. Il y a la question, évidemment, de la citoyenneté, et donc de la place de la politique et du choix entre citoyens égaux des orientations politiques, mais il y a aussi la question de la langue. Et je crois que quand il fait un développement que je n'ai jamais entendu chez un politique comme il l'a fait là, pour parler de son affaissement, de son délitement, de sa non-maîtrise par notamment toute la jeune génération qui ne sait plus parler, qui ne sait plus l'écrire, ni même graphiquement l'écrire, qui ne sait plus rédiger 3 paragraphes, etc. Je me suis dit que là, il participait très grandement d'abord à ce qui s'appelle le sentiment de, je sais pas quoi, d'insécurité culturelle. De déclassement. Oui, mais c'est-à-dire on n'est plus chez soi. Si on n'a plus de langue commune, si tu n'as plus la politique, si tu n'as plus des éléments fondamentaux comme la question du droit du sol qui est quand même qui remonte à Louis XI, et si tu n'as plus cette langue, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant pour les gens. C'est-à-dire qu'on vit où? Qu'est-ce qui fait la France? Et d'abord, je me suis dit que c'était quand même... j'aimerais savoir quelle est la réalité de ce dont il parle. C'est-à-dire, est-ce comment c'est objectivé? Parce que moi, j'ai plutôt lu dans les enquêtes PISA internationales que les Français, les jeunes Français qui sont testés sont plutôt bons sur tous les éléments de civisme, d'histoire, etc., plus que les autres enfants en Europe et dans le monde sur ces sujets, et sur la compréhension, c'est-à-dire qu'il y a une progression dans la compréhension. Donc bref, je voudrais savoir sur quoi il est objectif, deuxièmement comment il compte s'y prendre si c'est avéré. J'ai trouvé ça anxiogène, sans réponse,
et sans fondement objectif. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Si ce n'est aggraver la situation, quoi. Moi, j'aimerais juste dire un mot, effectivement, aussi sur la submersion, enfin deux choses sur la submersion migratoire. D'abord, que ce n'est pas, j'ai entendu certaines personnes à gauche, alors notamment chez les socialistes, vraiment monter au créneau quant à l'utilisation de ce terme. Et j'ai envie de dire, et je trouve ça dommageable, presque uniquement l'utilisation de ce terme. C'est-à-dire, imaginez en fait que François Bayrou a dit ces deux mots, submersion migratoire, de façon totalement déconnectée de la politique qui est menée par ses ministres. Ah oui. Et c'est-à-dire que c'est pas juste un concept comme ça qu'il a pris à l'extrême droite. Ce sont aussi des actes qui sont pris, notamment par certains de ses ministres. En l'occurrence, je pense à Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Je veux dire, quand Bruno Retailleau fait sa circulaire au préfet pour durcir les conditions d'accès à la nationalité française, qu'il se veut ferme vis-à-vis des personnes étrangères sur notre territoire. En vérité, ça veut dire rendre leurs conditions de vie absolument épouvantables et inhumaines. Pour moi, c'est tout aussi, c'est beaucoup plus grave en fait que le mot qui est utilisé par François Bayrou. Ou plutôt, ça, c'est complètement interconnecté. Oui. Donc j'aimerais que les gens qui s'insurgent contre le mot submersion migratoire s'insurgent au moins à la même hauteur des actes pris par les membres de l'exécutif. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, mais qui est un peu liée, c'est que commence à poindre l'idée que les socialistes pourraient ne pas voter de motion de censure sur le budget, mais déposer une motion de censure en parallèle, quasiment le même jour, à l'égard donc du gouvernement, non pas sur la base du budget, parce qu'il faut l'argumenter, en fait, la motion de censure, mais eux, ils argumenteraient sur la question des valeurs. Et là, ça me pose un petit problème, parce que, en vérité, leur objectif, il est assez clair, c'est de dire, de toute façon, elle ne sera pas votée, cette motion de censure sur les valeurs, puisque le Rassemblement national ne pourra pas la voter. Et donc, ils ne trouveront pas de majorité sur cette motion de censure. Et en même temps, comme ils ne voteront pas la motion de censure sur le budget, ils diront, oui, mais on a quand même censuré le gouvernement, puisqu'on a voté la nôtre sur les valeurs. Je suis un peu gêné, parce que ça, c'est décorrélé en vérité ce que c'est qu'une motion de censure, tu vois, et dire non, mais il a le droit de faire un bon budget, mais en même temps il a le droit d'être inhumain avec les personnes étrangères sur le territoire français. Non, en fait, un gouvernement, faut le prendre de façon entière et totale. Il a une direction, et aujourd'hui sa direction, j'ai écrit dans un édito de newsletter cette semaine. On ne peut pas balancer, dire c'est pas grave, les migrants, je sais pas quoi, certaines populations qu'on estime minoritaires sur notre territoire et qui en plus celles-là, les étrangers ils votent pas, c'est pas très grave si on sauve 4000 postes à l'éducation nationale. On peut pas raisonner comme ça. Politiquement, c'est inadmissible. On ne peut pas sacrifier ne serait-ce qu'une minorité pour le soi-disant bien commun qui n'est plus du tout un bien commun. Je veux dire, sinon on arrête de faire de la politique. Donc je mets en garde contre ceux qui voudraient faire ce genre de décorrélation qui, à mon sens, est très dommageable à la façon dont ils entendent faire de la politique. Ni décorréler, ni faire monter la sauce en disant vous avez dit un gros mot, alors votre amende, ça sera, je sais pas quoi, 2000 emplois en plus. Non, ça c'est complètement scandaleux. Exactement. Comme approche. C'est vraiment épouvantable. Je veux dire, j'ai un dernier tout petit truc sur... vous vous rappelez de la phrase de Brice Hortefeux qui l'a rendu célèbre, quand il y en a un, ça va, mais... c'est quand il y en a 10 que ça va pas. Voilà, ça c'était Brice Hortefeux, qui lui vaut une inimitié très solide avec Rachida Dati. Quand Brice Hortefeux et Rachida Dati se croisent, elle dit « ça sent le gaz ». Donc, c'est-à-dire qu'elle ne se gratte pas pour dire que ce mec est un fasciste, nazillon, voilà. Elle qui est une femme de droite. Qu'est-ce qu'il a fait, Bayrou? Il a exactement dit ça. Il a dit quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a 30...
Il a parlé d'un village. Ouais, mais il l'a dit dans sa déclaration de politique générale, et il l'a redit, il l'a réexpliqué, en disant l'apport des étrangers en France, c'est bien quand il y en a un peu, mais pas quand il y en a trop, quoi. C'est honteux, franchement. Non mais en plus pour un type qui est censé être un chrétien démocrate, moi je me dis, parce que j'ai relu là... Vive le pape, franchement... J'ai relu au moment de après cette interview des discours de Marielle de Sarnez qu'elle a fait au Parlement européen en tant que députée européenne. Bah, je peux vous dire que c'était quand même pas la même chose. Hein. Genre, non, mais elle disait le contraire. Bah, enfin, il est largué, hein, le mec là. Enfin, il n'est pas largué en fait. Bon bref, allez, on passe à autre chose. Dernier petit sujet, on voulait vous parler, donc non pas du film, parce qu'on l'a pas encore vu, le film La Pie voleuse, on va le voir ce week-end, de Robert Guédiguian, mais d'une interview très intéressante que Robert a donnée au Monde, dans lequel il avance une notion qui est celui de moment communiste. Et il dit en gros, moi je filme, je mets en avant des moments communistes. Alors, toi, Catherine, grande communiste devant l'éternel. Toujours. Non, mais c'est vrai. Non, mais je rigole pas. Non, c'était devant l'éternel qui me faisait rire. Ah oui. Voilà. Et grande communiste, je ne le remets pas en question. Mais je suis pas très grande non plus. Bon, communiste. Ah bah, point, disons point. Pas grande, pas devant l'éternel. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que, selon toi, a voulu dire Robert Guédiguian quand il dit moment communiste? Moi, j'ai bien aimé d'abord, j'aime bien le travail de Robert Guédiguian en général, et je me réjouis d'aller voir son film ce week-end, et dans lequel il filme une femme qui va voler, et c'est pas bien parce qu'elle va voler en plus un petit vieux qu'elle est là pour aider. Donc vraiment, oh là là, la honte, l'opprobre, elle le fait pour, non pas pour manger, parce que là on pourrait se dire ah oui mais non, elle le fait pour payer des leçons de piano à son fils ou à son petit-fils, je sais pas, j'ai pas très bien compris si c'était le fils ou le petit-fils. Enfin bref, elle le fait pour du bonheur. Pas tellement d'ailleurs pour elle, mais pour son enfant ou son petit-enfant, et pour la beauté et l'art et la musique. Et je trouve que ça extrêmement audacieux comme proposition. Moi, je ne supporte pas les gens dans le métro qui me disent donnez-nous de l'argent, mais c'est pas donnez-moi de l'argent, mais c'est pas pour aller boire. Non, mais tu fais bien ce que tu veux, et si tu veux aller boire un coup, c'est pas mon problème, et je t'en ferai vraiment pas le reproche. Et donc, je trouve que d'abord, il a cette audace d'aller contre les idées normalisantes, voilà. Et l'autre chose dont il parle, j'ai pas grand-chose à en dire, mais en dehors du fait que je ressens ce qu'il dit, c'est-à-dire que on a envie d'essayer de se sauver dans ce monde catastrophique. Et quand je dis se sauver, c'est-à-dire, il le raconte lui à propos de la façon qu'il a de gérer sa boîte de production, de comment il fait des films. Et je pense que c'est un peu nous, comment on fait Regard aussi, c'est-à-dire qu'on essaye d'être dans un rapport qui est pas idéal parce qu'on est des êtres humains, mais qui échappe aux logiques de l'argent, de la domination, du pouvoir. Par exemple, on s'en fout, nous, de savoir si vous êtes très 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 nombreux à nous regarder. On est content si vous êtes très 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 nombreux à nous regarder. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'on pense qu'on doit le faire, parce que c'est notre raison d'être. Et donc cette idée qu'il faut que chacun mène des combats communs, des combats collectifs, mais qu'on se comporte de manière droite en tant qu'individu dans sa vie, dans son travail, dans ses relations avec ses amours, avec sa famille, avec l'univers dans lequel il vit, où on se débat. Moi, je trouve que c'est d'une très grande importance, et Guédiguian lui donne un nom qui s'appelle les moments communistes, et je le reconnais comme mien, c'est-à-dire des bulles qui n'ont pas forcément vocation à être des utopies politiques qui vont grossir, et on ne croit pas que c'est à partir de là que ça va... Mais au moins, à un moment donné, tu le dis dans une de tes lettres de newsletter, tu cites René Char et tu dis « on tombe, mais on tombe droit ». Voilà. Alors, si je peux me permettre, c'est moi qui ai rajouté droit. Ah, c'est toi qui as ajouté droit. Lui, il dit nous tombons, je vous écris en train de tomber, et moi j'ai rajouté il faut tomber droit. Voilà, t'as prolongé René Char, et c'était très bien. Voilà, il faut tomber droit. Et c'est bizarre parce que c'est aussi continuer de vivre et continuer d'être heureux quand c'est si inquiétant, quoi.
Voilà, c'est tout. Et on vous aime. Ciao, à la semaine prochaine.